Débat du Grand Direct consacré donc ce soir à la guerre du Kippour. C'était en 1973, 41e anniversaire donc ces jours-ci. Guerre surprise qui avait visé Israël et qui a coûté de très lourdes pertes à l'État hébreu. Alors on va essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. Comment l'État d'Israël déjà avait pu ne pas se tenir informé de ce qui allait lui arriver, alors qu'on sait que les services secrets israéliens comptent parmi les plus performants. Et puis, si on regarde ce qui s'est passé cet été, est-ce qu'on peut faire une transposition avec cette fameuse découverte de tunnels entre Gaza et le sud d'Israël? Là aussi, y a-t-il eu défaillance? La question a été posée à de très nombreuses reprises. On va en parler avec Olivier Rafovitch. Bonsoir. Colonel de réserve dans l'armée israélienne. Et Marius Shatner. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez coécrit avec Frédéric Chilot cet ouvrage « La guerre du Kippour n'aura pas lieu », qui porte justement sur la défaillance présumée des services de renseignement israéliens. C'est un livre qui est publié chez André Versailles. Merci d'être là à tous les deux. On a évidemment posé la question pour appuyer et lancer un petit peu ce débat à nos téléspectateurs et internautes via le site i24news.tv. Pensez-vous justement que une nouvelle guerre puisse surprendre Israël aujourd'hui, une nouvelle attaque de celle du type de 1973? Et on va avoir quelques éléments de réponse, en tout cas en images et en sonore, avec vous, Leslie Rezouk. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors qu'il y a 41 ans éclatait la guerre de Kippour avec l'attaque par surprise des Égyptiens et des Syriens dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, Israël s'inquiète de la possibilité d'une nouvelle incursion menée à son insu par ses voisins. Et c'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Israël risque-t-il une nouvelle attaque surprise comme en 1973? Alors regardons tout de suite ensemble les résultats de notre sondage. Vous le voyez, des chiffres plutôt contrastés ce soir. 55% de oui et 41% de non. Malgré tout, vous le voyez, c'est le oui qui l'emporte à une courte majorité. Une majorité des votants qui estiment en effet qu'Israël, du fait de l'instabilité régionale et de ses relations tendues avec certains de ses voisins, pourrait être la cible de nouvelles frappes. Selon Marius Smith, il est évident qu'ils attendent le moindre signe de faiblesse d'Israël pour essayer de le détruire. Donc oui, une attaque surprise est possible à chaque moment. Et ce n'est pas le seul argument de nos internautes qui estiment qu'Israël s'est récemment laissé surprendre, notamment lors de l'opération Bordure Protectrice. Armand Gourion nous explique notamment que certains prévoyaient d'attaquer Israël grâce au tunnel du Hamas, largement bombardé par Tzahal lors de l'opération militaire. Malgré tout, comme je vous le disais, ils sont 41% à estimer que les capacités militaires et technologiques du pays ne permettent plus ce genre d'attaque. L'armée ne peut plus être déstabilisée de la même manière, souligne Paul Dumez. Il est évident que les Israéliens ont appris de leurs erreurs et sont désormais particulièrement attentifs à toutes les incursions près de ses frontières. Enfin, pour François Franck, comme vous le voyez, Israël, du fait de son histoire tourmentée, est toujours prêt à faire face à une attaque surprise et en tout dernier lieu, il dispose de l'arme nucléaire. Voilà donc Jean-Charles pour les avis ce soir de nos internautes. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau et je vous rappelle également que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezouk. Alors on va se replacer d'abord dans le contexte de l'époque, car c'est vraiment le thème de votre ouvrage, Marius Shatner. Il y avait eu à l'époque un procès vraiment des services de renseignement israéliens qui n'avaient pas eu venir cette attaque de 73 ? Oui, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision. Ouais. Il y a eu évidemment une faute capitale d'une partie des services de renseignement, des renseignements militaires, et surtout de la direction des renseignements militaires. Mais la faute n'est pas uniquement à ce niveau, il y a une faute politique. Et d'ailleurs, la comparaison entre les tunnels et la menace que pouvaient exercer, qui était beaucoup plus impressionnante, de divisions blindées égyptiennes et syriennes, c'est complètement incomparable. Ouais. C'est plus visible, effectivement. Non, c'est pas, non, mais je veux dire, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est pas sérieux. Je veux dire, les ennemis ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Non, c'est pas du tout la même situation. Je veux dire, c'est pas du tout la même situation. Et encore une fois, ce qui était grave, c'est pas la surprise des services de renseignement. Ce qui est étonnant, c'est que compte tenu de ce que savaient les services de renseignement, on savait énormément de choses.
on avait un espion. Jusqu'à maintenant, il n'est pas très clair s'il n'était pas un agent double, mais il avait quand même fourni des renseignements de premièrement, Marwan Ashraf, qui était un proche conseiller qui était le gendre de Nasser, un proche conseiller de Sadat. Il y avait une foule d'informations. La question, c'était pas ça. C'est qu'on voyait et on refusait de voir. Et c'est là-dessus qu'il faudrait comparer, pas sur la menace des tunnels. Ouais, mais les tunnels aussi, enfin on en reparlera après, mais d'abord sur cette menace de 73. Non, d'abord je suis tout à fait d'accord avec monsieur Châtenay, Marius. Effectivement, le renseignement israélien, Amman, donc le militaire, avait donné à l'échelon politique qui est en charge des décisions militaires les renseignements qu'il fallait pour prendre une décision par rapport à ces mêmes renseignements. Maintenant, le système marche de cette manière-là. L'armée, qui est en charge en Israël, non pas seulement de la collection d'informations, mais également de l'évaluation de ces mêmes renseignements, donne à l'échelon politique les renseignements qui sont déjà, on va dire, mâchés, digérés, avec presque les décisions qu'il faut prendre. Mais dans le cas de la guerre de Kippour, il y a d'abord une décision qui est préventive, de mobilisation des forces, des réservistes, des Miloïm, puis ensuite peut-être de faire une attaque préventive. Or ici, en fait, il y a du côté d'Israël et de Golda Meir, donc le Premier ministre d'Israël, une mauvaise lecture d'une bonne information. Et si vous me permettez, je crois que la comparaison aujourd'hui pourrait se faire non pas avec les tunnels du Hamas, mais avec la problématique gravissime de l'État islamique et de Daesh, avec l'Occident et la coalition donc menée par les États-Unis, qui ont depuis maintenant des mois et des mois les renseignements nécessaires et l'information qui existe, mais qui n'ont pas réussi à traduire en fait, clair et net, qu'il fallait agir vite et très vite même pour éviter donc ce qui se passe actuellement. Mais dans l'histoire des guerres, de la guerre, il y a deux guerres surprises. La première, c'est Barbarossa, l'attaque de Hitler contre l'URSS, l'attaque surprise qui a surpris Staline. La seconde, c'est Kippour. Et les Japonais, et Pearl Harbor. Et Pearl Harbor, je suis d'accord, tout à fait. Tout d'accord. Je parle d'attaque terrestre, mais tout à fait aussi avec Pearl Harbor. La guerre de Kippour est pour Israël un cauchemar. C'est le cauchemar auquel il ne faut absolument pas revenir. Donc, depuis la guerre du Kippour, les choses ont totalement évolué au niveau du renseignement. Il y a d'abord, sans rentrer dans trop de détails, mais quand même, plusieurs échelons de lecture de l'information, du transfert d'information et également de la prise de décision. Mais il y a toujours, au niveau humain, il faut être dans cette idée-là franc avec nous-mêmes. En fin de compte, c'est un être humain qui prend la décision de faire la guerre. En l'occurrence, le Premier ministre, c'est ça à l'époque ce qui n'a pas marché pour vous, c'est la responsable, c'est Golda Meir? Non, je dirais, il ne faut pas être... je crois que Golda Meir avait une grande responsabilité. Oui. Mais ce qui était... La responsabilité, c'est une conception. Et pour moi, le problème, c'est... Je me demande si cette conception a changé. Qu'est-ce que c'était cette conception? Dayan avait dit, je préfère garder la paix, je préfère la paix sans Sharm el-Sheikh que Sharm el-Sheikh sans la paix. On pourrait dire aujourd'hui, je préfère Jenin sans la paix que la paix avec Jenin. Autrement, je veux dire, la conception, enfin, sans être simplifié, mais la conception, c'était, finalement, nous sommes très forts, le temps travaille pour nous, les Arabes, demain, accepteront ce qu'ils n'acceptent pas aujourd'hui, et finalement, le statu quo est à notre avantage. Et je crois que c'est cette conception qui est un vrai poison, qui continue à empoisonner une grande partie de la direction. Et la direction, c'est pas uniquement la direction militaire, effectivement. C'est la direction politique. Et c'est pas que Golda. La tragédie, c'est pour ça qu'on l'a mis en photo, c'est Dayan. C'est un homme, c'est ce qui a plongé aussi. C'est pour ça qu'il y a ce traumatisme. C'est cette différence énorme. Avant la guerre, cette arrogance, ce sentiment d'assurance, de surpuissance. Et puis en 3 jours, où effectivement Israël est en danger, eh bien... Existentiel à l'époque. Existentiel, je n'en suis pas sûr, on peut en discuter. D'après ce que nous savons des plans militaires égyptiens et syriens, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, danger. Eh bien, on voit Dayan quasiment s'effondrer et penser au recours à l'arme nucléaire. Heureusement, d'ailleurs, Golda Meir l'arrête. Et c'est ça qui trouble jusqu'aujourd'hui. Comment as-tu pu avoir un tel basculement de l'euphorie qui n'était pas justifiée, et je pense à une détresse qui ne l'était pas justifiée non plus. Il y a, comme vous le dites, il y a 2 choses intéressantes ici, dans ce processus de mauvaise décision qui a presque amené ce qu'appelait Dayan à la destruction du 3e temple. C'était une idée mystique et mythique même de cette situation-là, et de détresse totale.
Il y a d'abord la conception que l'État d'Israël en 1973 est une surpuissance à cause de la victoire extraordinaire de la guerre des 6 jours. Donc, entre 67 et 73, l'échelon militaire et politique et les Israéliens se reposent sur cette idée que nous sommes un État hors pair, une surpuissance qui peut tout faire et tout gagner, et les Arabes n'auront jamais cette possibilité de faire la guerre et de réussir à faire une guerre. La seconde chose, c'est qu'il y a, dans ce genre de situation, qui n'est pas heureusement aujourd'hui le cas, malgré des choses qui sont toujours à améliorer et à bien vérifier, il y a effectivement une sous-estimation de l'ennemi. Et là, je voudrais parler un instant de cette situation actuelle, pour en venir effectivement à ce qui s'est passé à l'époque. Aussi parler d'aujourd'hui. Ouais. Les États arabes à l'époque sont des pays qui ne sont pas des pays islamiques, ou islamistes, pardon. Ce sont des États qui sont des États nationalistes. Le régime Baas en Syrie, le régime militaire également baassiste, pratiquement baassiste égyptien, sont en fait les forces politiques qui mènent ces États arabes. Et ils veulent en fait venger l'humiliation de la guerre des 6 jours. Donc nous devons être très prudents aujourd'hui, lorsque nous gagnons des batailles, comme la dernière, cet été, face au Hamas, de gagner des batailles sans donner l'impression à nos ennemis, qui sont des ennemis farouches, de ne pas être dans l'humiliation pour ne pas retourner dans une situation de vengeance, première chose. Parce que dans cette situation-là, au Moyen-Orient, nous sommes ici non pas en Europe, mais nous sommes aussi au Moyen-Orient, l'islamisme aujourd'hui qui prend de l'ampleur, l'humiliation, le déshonneur du côté des Arabes joue un rôle important dans la prise de décision des échelons politiques des Arabes, qu'ils soient États ou alors même aujourd'hui groupes islamistes intégristes violents, qui peuvent entrer en guerre à cause de ces sentiments-là de déshonneur. Et nous devons prendre en considération la manière de gagner et pas seulement comment mener les guerres et comment ensuite crier victoire avec euphorie. Il y a ici pour Israël toujours non pas seulement la victoire à mener, qui est pour nous obligatoire, mais également la gestion de cette victoire pour éviter un retour à une crise qui est toujours possible. Je ne veux pas rentrer dans la psychologie arabe. Il y a des tas de gens spécialisés là-dessus. Et moi, je connais un peu la psychologie israélienne, mais arabe, je ne la connais pas tellement. Mais ce que je sais, ce que nous savons aujourd'hui, sur les intentions des Syriens, c'est plus compliqué parce qu'il y a très peu d'informations qui sont sorties à l'époque. Mais sur les informations, nous avons beaucoup d'informations, ce que voulaient les Égyptiens. C'est très très clair. Sadat, ce n'est pas une question uniquement d'honneur. L'honneur a joué un grand rôle, mais ce n'est pas uniquement ça. Il s'agissait pour Sadat par un coup militaire et par une victoire limitée, 10 km, 15 km, peut-être 30, 40, il y avait une certaine confusion même du côté égyptien, obtenir un déblocage, obtenir un changement dans la région, obtenir que les États-Unis interviennent pour forcer Israël à un plan qu'il avait proposé avant. Ce n'était pas la paix, mais c'était une forme de non-belligérance. Et c'est finalement ce qu'a accepté Israël après la guerre. La question qui se pose, à mon avis, pourquoi a-t-il fallu 2600 morts pour qu'à la fin, on accepte ce qu'on n'avait pas accepté avant? Et c'est ça la leçon qui se pose. Ce n'est pas uniquement au niveau militaire, ce n'est pas uniquement au niveau du prestige et de l'honneur, c'est au niveau de la solution politique. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, Israël, après 67, on vivait dans une euphorie. Je ne suis pas sûr que cette euphorie soit complètement retombée. Ouais. Vous pensez qu'elle est retombée ou pas, vous, cette euphorie? Je pense qu'elle est totalement retombée. Je pense qu'il y a aujourd'hui, du côté militaire et du côté politique, également du côté de la population israélienne, une prise de conscience d'abord du coût humain en vie humaine de la guerre. Ce qui veut dire que les Israéliens ne sont pas prêts à aller à la guerre aussi rapidement ou avec la fleur au fusil, comme on le disait il y a 100 ans durant la Première Guerre mondiale. La seconde chose intéressante aussi qu'il faut dire, c'est que les Arabes, depuis la guerre de Kippour, malgré... Je vois l'idée derrière le livre, l'idée que la guerre sert ici à débloquer une situation bloquée au niveau politique. Non, je comprends l'idée de Sadat. Les Palestiniens, par exemple, aujourd'hui, ont compris que par une nouvelle intifada, ils ne pourraient pas obtenir plus de résultats qu'ils l'ont obtenu dans le passé. C'est la même chose pour les Égyptiens, même chose pour le Hezbollah, même chose pour les Syriens avant la crise syrienne. Donc, la guerre du côté arabe, depuis la guerre de Kippour, n'est plus l'outil choisi. Par contre, le terrorisme et la lutte différente, beaucoup plus subtile au niveau militaire, beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus compliquée,
va être pour Israël le prochain défi, qui peut aussi amener des déblocages, mais avec beaucoup de possibilités pas très claires. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que d'abord l'intifada n'était pas une guerre, c'était une révolte populaire, surtout la première intifada. Ok, c'était pour vous, c'était une guerre non, au niveau militaire, une guerre de pierre n'est pas une guerre contre une occupation. C'était pas une guerre de pierre, en tout cas, dans les prochaines, dans les futures le étapes. problème, c'est le mythe du statu quo, c'est Yé Besséder, les choses vont s'arranger, le monde entier est contre nous, ou bien nous pouvons tout le temps avoir l'appui des États-Unis, et je crains que nous vivions encore dans ces mythes. Merci Marius Chatner. Je rappelle donc le titre de votre livre, La guerre du Kippour. Nora Paliou, livre que vous avez coécrit. Merci d'être venu dans ce studio et merci à vous Olivier Rafovitch également pour votre participation. On parlera de la guerre du Kippour dans les prochains jours puisque c'est la date anniversaire, 41e anniversaire du déclenchement de cette guerre. Précisément aujourd'hui, on aura demain un invité prestigieux d'ailleurs sur ce sujet. Dans un instant, eh bien, un ancien conseiller proche de Netanyahou, l'invité du Grand Direct. À tout de suite.